vigne et du vin, au pays de la musique et des chansons, au pays de notre mémoire collective. Et pour nous accompagner dans ce voyage que nous allons faire ensemble toute cette soirée, il nous fallait un guide, une guide d'exception, et j'ai le plaisir de vous la présenter. Ce guide, c'est Sylvie Reboul. Bonsoir Sylvie. Oui, vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir. Ah, je sens qu'il y a des copains de promotion derrière. Bonsoir Daniel. Bonsoir Sylvie. Alors, vous êtes œnologue de formation, autant tout dire. Vous êtes journaliste spécialisé, passionné évidemment par cette culture de la vigne et du vin. Vous êtes auteur de 2 ouvrages de référence. Alors vous les trouverez à la boutique Mémoire tout à l'heure. Bon vin me fait chanter, il sort cette semaine en librairie. C'est évidemment pas tout à fait un hasard. Et Le vin et la musique, qui vient d'être édité en chinois, pour votre information, c'est peut-être un signe aux éditions Ferré tous les deux. Vous êtes donc une spécialiste, on va le dire, de cette question de la musique et du vin. D'où vous vient justement cette passion pour cet univers-là? Eh bien, à l'origine, j'ai fait des études d'agronomie. Donc, quand on fait de l'agronomie, on étudie l'élevage, les céréales, l'agroalimentaire. Mais la viticulture, ça m'a tout de suite attirée parce que c'est une filière où on couvre l'ensemble de la production. Donc, on fait de la culture avec de la vigne et puis on transforme avec le vin et même on va jusqu'à la vente. C'est un secteur particulièrement riche, varié. Et il faut dire que depuis que j'ai débuté ma carrière professionnelle, j'ai rencontré des gens exceptionnels et j'ai jamais regretté. Et passionnés, forcément. Forcément passionnés. Et passionnés comme vous. Ça veut dire que vous auriez pu, très bien, ne pas devenir journaliste, mais être vigneronne. C'était possible, ça? Et bien ça, je crois pas, parce que franchement, vigneronne, c'est trop difficile. Il faut savoir tout faire. C'est un métier à la fois manuel et en même temps, il faut savoir faire le vin, il faut travailler dans une cave. C'est un vrai métier, quoi. C'est pas comme journaliste, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire. On peut dire ça, non, on peut le dire comme ça. En tout cas, vous avez préféré plonger jusqu'aux racines de la vigne et visiblement très, très profondément ancré dans notre culture. Pourquoi? Parce que ces racines de la vigne qu'on va voir tout au long de cette soirée à l'image ici, elles nous racontent des histoires, elles témoignent du passé. Voilà, il faut savoir qu'en France, quand même, on a le plus beau vignoble du monde. On a les terroirs les plus exceptionnels. On a des vins exceptionnels que tout le monde nous envie et tout le monde essaye de nous copier d'ailleurs. Simplement, ça s'est pas fait en un jour. C'est des siècles et des siècles de recherche, de travail de la part des hommes notamment pour trouver les meilleurs terroirs, mais aussi les cépages qui vont bien avec, qui sont adaptés à la climatologie. Donc tout ça, c'est l'histoire de la viticulture. Beaucoup d'historiens s'y sont penchés de façon, je dirais, extrêmement pointue. Moi, j'ai voulu raconter une autre histoire de la viticulture, une histoire, je dirais, en lien avec les différentes époques. Et le média, le support le plus intéressant, c'était la chanson, parce que la chanson, ça nous parle. Ce sont des émotions, des sentiments en direct d'une époque. On s'y prend comment pour aller dénicher comme ça des chansons aussi anciennes que celle-ci? Eh bien, en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Alors, il faut aller chercher dans les marchés du livre ancien, et Dieu sait que j'adore y aller, trouver des livres, des recueils de chansons. Alors, parfois, on trouve les partitions, parfois, elles n'y sont pas. Mais ensuite, eh bien, il faut aller farfouiller dans les archives numériques de la Bibliothèque nationale de France. Il faut faire encore les marchés, rechercher les vieilles partitions. Vous savez, ces 4 pages qu'on trouvait dans les années 20 et qui étaient distribuées dans les rues pour que les gens puissent chanter, à l'époque où on n'avait pas encore de moyens numériques, phonos et compagnie pour écouter des chansons. La Marseillaise de la Courtille, magnifique, hein, superbe, très belle chanson. Alors Sylvie, plus d'un siècle après les images qu'on voit en ce moment, la Révolution française, une autre révolte éclate, particulièrement proche de chez nous, dans le midi de la France. C'est la révolte des vignerons en 1907. C'est un temps déterminant, un curseur de l'histoire, comme on dit aujourd'hui.
Oui, c'est un grand tournant. Alors il faut savoir que la crise, elle touche tous les vignobles français, mais pourquoi particulièrement dans le midi de la France? Tout simplement parce que 60% de la production provient alors du midi de la France. Les raisons de cette crise, c'est il y a trop de surproduction, des importations peut-être déjà à l'époque? Oui, alors à l'époque, la consommation était de l'ordre de 60 millions d'hectolitres. La production était d'environ 65 millions d'hectolitres, donc ça pourrait coller, si on peut dire. Sauf qu'on importait 10 millions d'hectolitres d'Espagne, d'Italie et des départements français d'Algérie. Et on estime, donc un historien qui s'appelle Gilbert Garrier écrit qu'il était estimé qu'environ 10 millions d'hectolitres supplémentaires étaient réalisés par des fraudeurs qui mélangeaient de l'eau sucrée, de la piquette, et donc tout ça arrivait sur le marché, tant et si bien que le prix du vin s'est effondré. Il était de 30 francs par hecto en 1880. Aux alentours de 1906, il était de l'ordre de 5 francs. Autant vous dire qu'il était impossible donc à tous les viticulteurs, mais aussi à beaucoup d'ouvriers qui travaillaient dans les vignobles, de survivre dans des conditions pareilles. Luttons, luttons, ensemble nous, oui, ensemble nous vaincrons. Alors, quelques années plus tard, les vignerons partent pour faire notre étape de leur vie importante. Ils partent. Quand la guerre démarre, les autorités considèrent que la ration du soldat, c'est de l'eau. Et puis, quand elles se rendent compte que le conflit commence à s'éterniser, elles décident d'améliorer l'ordinaire en attribuant aux soldats un quart de litre de vin rouge. Au fil des années, cette ration va augmenter puisqu'elle va atteindre un demi-litre, et à la fin de la guerre, on sera quasiment à 3/4 de litre, ce qui est quand même pas mal. Alors bien sûr, le vin, c'est un réconfort, même s'il est souvent d'assez mauvaise qualité, mais c'est un réconfort pour le soldat, ça lui rappelle le pays, et malheureusement aussi, c'est une façon pour les autorités de rendre les soldats un peu plus dociles et de les faire aller, ce qui fait qu'il y avait moins de difficultés économiques. Alors dans cette période extrêmement difficile, on voit cette magnifique image à l'écran, on voit aussi un général, un maréchal natif de Rivesaltes, lancer un appel au général Pinard, dites-vous dans vos ouvrages. Pour quelle raison oui, cet appel au général Pinard? Maréchal Joffre était fils d'un tonnelier de Rivesaltes, et donc il y a le général Pinard, voilà, c'était le général qui aidait à vaincre la guerre, même si on peut penser que c'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas il y a une chanson de Louis Bousquet qui date de cette époque. Maggie pourrait la chanter. Elle va nous rejoindre dans un petit instant. Mais ça dit, voilà, 1, 2, le pinard c'est de la vinasse, ça réchauffe par où que ça passe, vas-y bidasse, remplis mon quart, vive le pinard, vive le pinard. Ah, ça inspire José. Le pinard, c'est de la vinasse. Vive le pinard. Ils sont formidables, hein. La chorale de mémoire, c'est extraordinaire. La guerre, en tout cas, ses dégâts dans les vignobles, ses dégâts partout en France, la guerre et ses dégâts dans cette chanson écrite à l'époque par un certain Montéus, et ça s'appelle La butte rouge. La butte rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y coule du raisin. Qui boira de ce vin-là, boira le sang de mes copains. Sur cette butte-là, on y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Et les pauvres gars qui avaient laissé leurs gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers ou larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom, baptême suite un matin,
où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, on y fait du raisin. Qui boira de ce vin-là, boit les larmes de mes copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filles et gars doucement y échangent des mots d'amour qui font le frisson. Peuvent-ils songer dans leur douce étreinte qu'à cet endroit où ils s'échangent leurs baisers, j'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom, baptême suite à matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Mais moi, j'y vois des croix portant le nom de mes copains. Très belle chanson. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, n'est pas sévère, assez bientôt, on lui prend la taille ou le menton. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Qui est-ce qu'on prend, qu'il soit rouge ou bien blanc? Un petit verre, du petit vin, du pays. Vous pouvez me faire ça? Un petit verre que l'on prend entre amis. Ça donne un air de fête dans toutes les guinguettes. Et ça met du ciel bleu, tout bleu, dans tous les yeux. Pour avoir du bonheur plein le cœur. Pour trouver toute la vie plus jolie. Le seul moyen au monde, c'est de boire à la ronde. Un petit verre, deux petits verres, trois petits verres, cinq petits verres, du petit vin, du pays. Francis Lopez adorerait cette adaptation à Guy Villette José. Bravo. Cette chanson nous entraîne le cœur léger, encore plus léger vers les guinguettes. Alors elles sont nées à Paris, mais on en a retrouvé à travers toute la France, au bord de l'eau, mais pas seulement d'ailleurs. Allez, c'est à vous. Ah, le petit Vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Suivons le conseil, monsieur le soleil, connaît son affaire. Cueillons en chemin ce minois mutin,
t'attend. Les tables sont prêtes, l'aubergiste honnête, y a des chansonnettes et y a... Allez! Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. À ces jeux charmants, la taille souvent prend de l'avantage. Ce n'est pas méchant, ça finit tout le temps par un mariage. Le gros de l'affaire, c'est lorsque la mère demande sévère à la jeune enfant: ma fille, raconte comment, triste honte, as-tu fait ton compte? Réponds, je t'attends. C'est à vous. Ah, le petit vin blanc On boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Oui, super. Maggie Villette, José, ah oui, oui, il mérite vos applaudissements. Bravo. Ouais, José Arboué, Maggie Villette, Sylvie, beaucoup d'applaudissements parce que c'est avec cette chanson, ce tube, le petit vin blanc, que nous arrivons au terme déjà de ce voyage au pays du vin, des chansons et de la mémoire. Oui, bravo à tous les trois. Merci.